Ah ouais, avant on utilisait des pellicules quoi pour faire ça. Mais d'ailleurs maintenant on fait comment en fait? De la pellicule au numérique, revenons ensemble sur ces engins qu'on a tous dans la poche désormais. Bienvenue dans le dico de la vidéo, aujourd'hui on va parler de capteurs. Alors déjà, quand on parle de capteur, on parle de quoi? En fait, on parle d'une surface sensible qui va venir capter une image. Et dans l'histoire de la photo, en fait, on a eu plein de façons de fixer une image. On a eu par exemple le daguerréotype, où on fixait l'image sur une plaque de métal. On a eu ensuite le ferrotype, où on fixait l'image sur une plaque de tôle. Et on a eu pour le plus connu, la pellicule argentique, où là on fixait l'image sur un support souple. Finalement, en fait, le capteur, c'est un peu la version moderne de la pellicule. Et comme pour la pellicule, il existe plusieurs types et plusieurs tailles qu'on va voir ensemble. Les deux types de capteurs les plus connus, on a d'abord le CCD, qui a été créé en 1969 par George E. Smith et Willard Boyle, deux ingénieurs américains. Et on a ensuite le capteur CMOS, qui lui a été développé plus de 20 ans plus tard, dans les années 90, et son invention a été attribuée à Eric Fossum. Et en fait, le capteur CCD, ça a surtout permis l'avènement de la photo numérique, notamment avec la création en 1975 du premier prototype d'appareil photo numérique par Steve Sasson, un ingénieur de chez Kodak. Bon, clairement, c'est une énorme machine, ça pèse une tonne, ça met 23 secondes pour faire une photo, enfin c'est l'enfer. Mais le truc, c'est que pour l'époque, c'est juste révolutionnaire. Le capteur CMOS, lui, est arrivé bien plus tard, et il a complètement remplacé le capteur CCD, notamment parce qu'il permettait des résolutions plus grandes et des cadences d'image plus importantes, là où le capteur CCD surchauffait. Et en plus, deuxième bonus, il était vachement moins cher à produire. Bon super, on connaît les deux principaux types de capteurs, donc le CCD et le CMOS, et maintenant on va voir comment ça fonctionne. Pour simplifier un petit peu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer le capteur en 4 parties. On va d'abord avoir la matrice de photosite, ensuite la matrice de filtre coloré, les micro-lentilles, et enfin différents filtres qu'on précisera par la suite. D'abord la matrice de photosite, donc ça ressemble à ça, et en fait c'est plein de petites cellules photoélectriques qui vont venir convertir l'intensité lumineuse qu'elles reçoivent en signal électrique. Et en fait, c'est grâce à ça qu'on va avoir une image. Alors une image en noir et blanc en l'occurrence, mais une image. À ça, on va rajouter une matrice de filtre coloré qui va venir séparer les couleurs. Alors il y a plusieurs manières de faire, mais la matrice la plus connue, c'est la matrice de Bayer qui ressemble à ça. Donc ça, on va venir le placer devant notre matrice de photosite. Ensuite, devant ça, on va venir rajouter des micro-lentilles qui, elles, vont venir concentrer la lumière sur les photosites du capteur. Et enfin, on va avoir différents filtres, comme par exemple le filtre UV qui va venir bloquer les longueurs d'onde ultraviolettes, ou le filtre IR qui va venir bloquer les longueurs d'onde infrarouges. Et d'ailleurs, à ce propos, en astrophotographie, on aime bien avoir des capteurs défiltrés pour justement avoir la longueur d'onde ultraviolette et la longueur d'onde infrarouge de disponibles dans notre photo. Donc pour résumer, la lumière traverse les filtres, elle traverse ensuite les micro-lentilles, elle vient traverser la matrice de filtre coloré pour finir sa course sur les photosites. Le signal est ensuite traité par le processeur d'image qui lui va sortir un fichier qui sera enregistré sur le support. Comme je le disais en intro, les capteurs c'est comme les pellicules et comme pour les pellicules, il existe plein de tailles différentes. Elles peuvent varier de 1/4 de pouce jusqu'à 24 par 36 mm pour des capteurs plein format. Les capteurs 1/4 de pouce étant plutôt utilisés pour des smartphones et les capteurs plein format étant plutôt utilisés sur des appareils haut de gamme. On a quand même une différence de plus de 10 fois entre le capteur de smartphone et le capteur plein format. Mais le truc c'est qu'il n'y a pas que la taille qui compte parce que la qualité d'une image ne dépend absolument pas que de la taille du capteur, loin de là même. Elle dépend de plein d'autres trucs, mais vraiment pas que de ça. Vraiment pas. En fait, pour bien se rendre compte des paramètres, on a le type et la taille du capteur, donc ça c'est ce qu'on a vu, mais on a aussi la résolution, le bruit, la plage dynamique et la sensibilité du capteur, donc ça c'est autre chose qui est vraiment développé dans le capteur, mais c'est pas fini, parce qu'après on a aussi tout le post-traitement. Et là on retrouve tous les algorithmes et les calculs utilisés par le capteur et le processeur, et eux aussi peuvent avoir un impact significatif sur la qualité de l'image finale. En fait, c'est ça la plus grosse contrainte des constructeurs aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de paramètres qui viennent affecter la qualité de l'image que c'est presque impossible de développer un capteur qui soit polyvalent et performant dans tous les scénarios. Ce qui fait qu'à la fin, en fait, on se retrouve souvent avec des capteurs qui sont spécialisés pour des scénarios, ce qui est beaucoup plus simple. Je pense par exemple aux capteurs de GoPro qui sont toujours plus compacts et plus résistants, mais toujours en sortant une image bien définie et en proposant des gros ralentis, ou encore Sony avec sa gamme S qui propose des capteurs qui nous permettent presque de voir la nuit. Mais c'est toujours au détriment d'autres paramètres. Si on reprend les exemples précédents, pour la GoPro, on a une image bien définie avec des super ralentis, mais la nuit, c'est beaucoup plus compliqué. Et pour les capteurs Sony de la gamme S, on voit super bien la nuit, mais en termes de ralenti, on n'a pas beaucoup de choix. Bon, je pense qu'arrivé là, on a compris que les capteurs c'est quand même une science en tant que telle, et c'est même un truc bien énervé. Et ce qui est cool, c'est qu'on comprend du coup pourquoi il y a autant de propositions sur le marché. Et en plus, avec les nouvelles technologies, on tend à avoir des capteurs toujours plus performants, que ce soit en termes matériels ou logiciels, donc c'est pas fini. Et je finirai cet épisode par une petite anecdote, c'est que malgré l'omniprésence des capteurs et du numérique, au cinéma on tourne encore pas mal à la pellicule. Et il y a même une info qui va dans ce sens. En 2020, il y a plusieurs studios américains, dont Disney, NBC Universal, Sony et Warner Bros, qui ont signé un accord avec Kodak qui les engageait à se fournir en bobine chez le fabricant. Donc comme quoi la pellicule a encore de beaux jours devant elle, ou au moins au cinéma.
Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si vous avez des questions, des suggestions, des remarques, l'espace commentaire est là. N'oubliez pas de vous abonner aussi, déjà pour me soutenir et aussi pour être informé des prochains épisodes qui ne vont pas tarder à arriver. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut!